I sadly have to report that the news is bad. Senna is trying to go through on the inside, and it's happened immediately. This is amazing. It is a tragic start to the European Grand Prix season of 1994. Ayrton Senna était un triple champion du monde, une icône brésilienne et un pilote dont le talent au volant frôlait le surnaturel. Mais son accident mortel, lors du Grand Prix de Saint-Marin, a laissé bien plus de questions que de réponses. Le 1er mai 1994, 7 secondes, tout ce qu'il a fallu, 7 secondes, plus grand pilote de course de tous les temps, nous a quittés. Formula One and the world were struck a grievous blow when Ayrton Senna, 3 times world motor racing champion, has died after crashing during the San Marino Grand Prix. Mais voici ce dont personne ne parle assez. Les personnes qui étaient réellement présentes sur place. Les ingénieurs qui ont construit la voiture. Les médecins qui se sont agenouillés à ses côtés. Les rivaux qui couraient à ses côtés. Révèlent depuis des décennies des pièces de ce puzzle. grief were uninhibited, for Senna was their idol, their champion of champions, the smiling hero they adored. And now, he was no more. Et quand on rassemble tous ces éléments, le tableau qui se dessine est bouleversant. Voici ce que les légendes de la F1 ont enfin révélé sur les véritables circonstances de la mort d'Ayrton Senna. Le début d'un week-end maudit, Barrichello. Tout n'a pas commencé le dimanche. Tout a commencé vendredi et dès la toute première séance, quelque chose clochait à Imola. Le week-end a mal commencé lorsque Rubens Barrichello a fait un accident à la chicane de la variante Bassa à 225 km/h. Il a été projeté en l'air instantanément. La voiture a fait plusieurs tonneaux avant de percuter les barrières avec une violence qui aurait dû le tuer sur le coup. Senna est sorti de sa Williams et s'est rendu sur les lieux de l'accident où le médecin de la FIA, Sid Watkins, a prodigué les premiers soins à Barrichello dont la langue avait obstrué les voies respiratoires. Imaginez un peu, sans l'intervention de Watkins au bord de la piste, Barrichello serait mort étouffé avant même l'arrivée de l'ambulance. Barrichello a finalement repris connaissance, souffrant d'une fracture du nez et d'une entorse au poignet. Lorsqu'il a ouvert les yeux, le premier visage qu'il a vu était celui de Senna qui le regardait, pâle et bouleversé. Senna avait pris sous son aile le jeune Brésilien, croyait en lui depuis ses débuts en karting et avait même contribué à ses débuts professionnels. Le voir recroquevillé dans cette infirmerie a profondément bouleversé Senna. Il n'a pas dit grand-chose. Il est simplement resté jusqu'à ce qu'il soit certain que Barrichello s'en sortirait. Mais le véritable cauchemar, corps à venir. L'accident de vendredi n'était que le prélude au pire week-end de l'histoire de la Formule 1. Et Senna le sentait. Vers la fin de sa carrière, Senna était de plus en plus préoccupé par les dangers de son métier. Il avait milité pour la mise en place de réunions sur la sécurité des pilotes, pression sur la FIA et averti tous ceux qui voulaient bien l'écouter que les changements de règlement de 1994 étaient imprudent. Il avait raison, et à Imola, cette imprudence allait être démontrée de la manière la plus catastrophique qui soit. Ratzenberger, la mort qui a brisé Senna samedi, les qualifications. Puis Roland Ratzenberger, le débutant autrichien. Roland Ratzenberger a perdu la vie lors des qualifications lorsque son aileron avant a cédé, le projetant contre un mur de béton à près de 195 miles par heure. Ratzenberger était sorti de piste pendant les qualifications, endommageant son aileron avant, mais avait continué à pousser pour réaliser un tour rapide. L'aileron endommagé a cédé et l'Autrichien a subi un violent accident, subissant des blessures mortelles à la tête. Ce n'était que son 3e week-end de Formule 1. Il essayait simplement de conserver son siège. Ce fut le premier décès survenu lors d'un week-end de course de Formule 1 en 12 ans. Toute une génération de pilotes n'avait jamais rien vu de tel. Le paddock est plongé dans un silence tel que les personnes présentes affirment n'avoir jamais rien vécu de pareil auparavant et ne vouloir plus jamais revivre une telle expérience. Senna s'est emparé d'une voiture de sécurité et s'est rendu lui-même sur le lieu de l'accident. Le directeur de course a tenté de le réprimander pour cela. Senna s'en moquait. Il avait besoin de voir. Quand il est arrivé sur place et qu'il a vu la voiture, il a compris. Il s'est rendu directement auprès du professeur Sid Watkins, chef de l'équipe médicale de la FIA et l'un de ses amis les plus proches. Watkins lui a annoncé la pire nouvelle qui soit. Ratzenberger était mort. Ce qui s'est passé ensuite est devenu l'une des conversations les plus poignantes de l'histoire du sport. Après avoir constaté à quel point Senna était anéanti, Watkins lui a demandé de prendre sa retraite de la F1. Que te reste-t-il encore à faire? A demandé Watkins à Senna. Tu as été 3 fois champion du monde. Tu es manifestement le pilote le plus rapide. Laisse tomber tout ça et
et allons pêcher. Senna resta silencieux pendant un long moment, un long silence. Puis, Sid, il y a certaines choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Je ne peux pas abandonner, je dois continuer. Ce furent les derniers mots qu'il adressa à Watkins de son vivant. Des années plus tard, Watkins déclara « J'avais le sentiment de ne pas l'avoir suffisamment mis sous pression. Je regrettais tellement de ne pas l'avoir vraiment mis sous pression. » Chaque fois que l'on lit cette citation, cela nous bouleverse un peu différemment. La voiture à laquelle on ne pouvait pas faire confiance. FW 16. Voici un élément qui est souvent occulté par le poids émotionnel de ce week-end. Avant toute discussion sur ce qui a causé la mort de Senna ce dimanche-là, il faut comprendre la voiture qu'il pilotait. Et cette voiture posait problème. Un problème grave. Bien que la Williams FW16 fût encore très rapide, Senna était déçu par sa mauvaise tenue de route. Appelait fréquemment son ancien rival Prost, désormais à la retraite, pour se plaindre de la voiture. La voiture était capricieuse, car sa philosophie de conception était encore orientée vers la suspension active. De plus, la plage de réglage était très étroite, ne laissant qu'une marge d'erreur minime. Newey a déclaré par la suite que la voiture était aérodynamiquement instable. Après avoir utilisé la suspension active pendant 2 ans, lorsque nous l'avons perdue, nous avons eu plus de mal à nous réadapter à la suspension passive que d'autres qui ne l'avaient pas utilisée depuis très longtemps. C'est l'homme qui a conçu la voiture qui admettait qu'elle était instable sur le plan aérodynamique. Laissez cela faire son chemin. Senna lui-même ne s'en cachait pas. Il disait à qui voulait l'entendre. J'ai un sentiment très négatif à propos de la voiture et du fait de la piloter à la limite. La voiture a ses propres caractéristiques dans lesquelles je n'ai pas encore pleinement confiance. Et Alain Prost, qui avait piloté la Williams l'année précédente et avait abandonné, a révélé plus tard que, dans les semaines précédant Imola, Senna n'avait jamais autant parlé. Chazé, nous n'avions jamais autant discuté que durant ces semaines-là. Avant, il ne m'appelait souvent pas, mais là, il était inquiet. D'abord, il avait été un peu déçu par ce qu'il avait découvert chez Williams. Ensuite, il avait été pris au dépourvu par la voiture. Je l'avais prévu et je l'avais prévenu. La voiture n'était pas aussi facile à piloter qu'on le disait. NCIS. Bien qu'il ait décroché la pole position tant au Grand Prix du Brésil qu'au Grand Prix du Pacifique, les 2 premières courses de la saison, Senna n'est parvenu à monter sur le podium lors d'aucune des 2. Il comptait déjà 20 points de retard sur Schumacher. La pression était immense et la voiture n'était toujours pas au point. Colonne de direction, une modification qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Nous arrivons maintenant à l'élément qui a été au cœur d'un procès pénal ayant duré plus d'1 décennie. La colonne de direction. Senna s'était plaint auprès de l'écurie de ne pas se sentir à l'aise dans le cockpit. Il souhaitait que la colonne de direction soit abaissée afin d'améliorer sa position de pilotage car, lorsqu'il utilisait le modèle de volant qu'il préférait, ses articulations frottaient contre le haut du châssis, ce qui lui causait des douleurs. Pour répondre aux souhaits de Senna, Adrian Newey, alors concepteur en chef chez Williams, a demandé au bureau d'études d'abaisser la colonne de direction de 2 mm. Lorsqu'il s'est avéré que cela entraînait un chevauchement avec le gabarit de la FIA, la meilleure solution de remplacement consistait à réduire le diamètre de la colonne de 4 mm à cet endroit. Et c'est là qu'a été prise la décision technique fatale. Les ingénieurs de Williams ont allongé le tube en acier de 22 mm de large en y greffant une section plus étroite de 18 mm. Cela peut sembler mineur. Ce n'était pas mineur. Le rapport d'expertise remis au tribunal italien était accablant. Le rapport du professeur Lorenzini indique, d'une manière générale, il faut dire que la colonne de direction en 3 parties témoigne d'une modification mal conçue, car la finesse de la section précisément au point de contrainte maximale, le changement brusque de section avec un rayon de congé excessivement petit, ainsi que les rayures causées par les opérations mécaniques de perçage et de tournage, contribuent tous à créer une situation structurellement critique, avec pour conséquence un risque élevé de rupture sous des charges statiques et en cas de fatigue dynamique. Un risque élevé de rupture. Sur une voiture de Formule 1, à Imola, c'est ce qu'ils ont construit. Après l'accident, ce que l'équipe Williams a pu constater une fois autorisée à inspecter la colonne de direction, c'est qu'elle présentait une fissure de fatigue. Elle allait donc céder tôt ou tard. Tôt ou tard, elle a cédé au 7e tour, à Tamburello, et Senna a perdu tout contrôle. Adrian Newey s'exprime enfin, culpabilité qui ne s'estompe jamais. Pendant des années, Adrian Newey est resté relativement discret sur ce qui s'était passé. Puis, en 2017, il a publié son autobiographie et ce qu'il y a écrit a bouleversé le monde de la F1. Ce qui me pèse le plus, c'est d'avoir raté l'aérodynamique de la voiture, a-t-il écrit. J'ai raté la transition entre la suspension active et la suspension passive, et j'ai conçu une voiture instable sur le plan aérodynamique. Ayrton a tenté de faire des choses dont la voiture n'était pas capable. Il ne s'est pas arrêté là. Qu'il ait crevé ou non, le fait qu'il ait pris la trajectoire intérieure
plus rapide mais plus bosselée, dans une voiture instable sur le plan aérodynamique, aurait rendu celle-ci difficile à contrôler. Même pour lui, je ressentirais toujours une certaine responsabilité dans la mort d'Ayrton, mais pas de culpabilité. Et concernant la colonne de direction elle-même, cet élément technique au cœur de toute l'affaire pénale, Newey s'est montré franc et direct, tel un des responsables au sein d'une équipe qui a conçu une voiture dans laquelle un grand homme a trouvé la mort. Que cette colonne de direction ait causé l'accident ou non, on ne peut nier qu'il s'agissait d'une mauvaise conception qui n'aurait jamais dû être autorisée sur la voiture. Il a qualifié ces deux éléments de très mauvaise conception technique. En abaissant le volant de Senna pour éviter que les jointures du pilote ne frottent contre l'intérieur du châssis, Newey a exprimé un regret majeur quant à la manière dont cette demande avait été mise en œuvre. Que je n'ai pas fait, c'est examiner moi-même le plan détaillé, ni mettre en place un système de contrôle adéquat pour m'assurer que cela avait été réalisé en toute sécurité. C'est une règle d'ingénierie simple et bien connue. Pour conserver la rigidité et la résistance, il faut augmenter l'épaisseur des parois, mais cela n'a pas été fait. En fin de compte, Patrick et moi étions responsables de cela. Voilà ce qu'on appelle porter un fardeau pour le reste de sa vie. 7e tour, les dernières secondes. Le jour de la course, le 1er mai 1994. Le temps était sec et globalement ensoleillé, et Senna occupait la première place sur la grille de départ après avoir décroché sa 3e pole position consécutive. Il avait un drapeau autrichien dans son cockpit. Il comptait l'agiter après sa victoire en hommage à Ratzenberger. Il n'en a jamais eu l'occasion. La course a mal commencé dès les premiers instants. Pedro Lamy et Gigi Leto ont été impliqués dans un grave accident lorsque la Lotus de Lamy a percuté l'arrière de la Benetton de Leto, qui était à l'arrêt. Des débris ont volé dans tous les sens, blessant légèrement un policier et 8 spectateurs. La collision a entraîné l'intervention de la voiture de sécurité. Et c'est là que la pire crainte de Senna s'est concrétisée. La voiture de sécurité était une berline familiale, Opel Vectra, donc pas particulièrement rapide. Senna s'est mis à la hauteur de la Vectra pour faire signe à son conducteur d'accélérer, car ses pneus refroidissaient et perdaient de l'adhérence. Une enquête menée par la suite a révélé que la Vectra n'était pas adaptée au rôle de voiture de sécurité, car ses freins surchauffaient et elle devait rouler lentement. Précisément ce qu'il avait signalé lors du briefing des pilotes ce matin-là. Personne ne l'a écouté. Ou plutôt, personne n'a remédié au problème à temps. À 9,2 secondes du 7e tour, Senna roulait à 190 miles par heure, proche du virage du Tamburello, un virage plat à gauche qui était également le plus rapide d'Imola. À 11,0 secondes, des étincelles jaillirent de l'arrière de la voiture, indiquant que la garde au sol avait baissé et que les patins métalliques sous le véhicule raclaient le sol. À 11,2 secondes, l'arrière de la voiture a soudainement dérapé et, alors que Senna corrigeait la trajectoire, l'avant du véhicule a retrouvé de l'adhérence et la voiture a fait un écart vers la droite. À 12,8 secondes, la voiture a percuté de plein fouet la barrière non protégée à 130 miles par heure. La voiture a percuté la barrière presque de plein fouet. La roue avant droite a été arrachée. Tige de suspension a transpercé la visière de son casque. Personne ne le savait à ce moment-là, mais le grand Brésilien était en réalité déjà mort sur le coup. Des débris avaient transpercé son casque, provoquant de multiples fractures à la base du crâne. Les images manquantes et les secrets qui demeurent. C'est là que les choses deviennent véritablement troublantes. L'accident a été filmé par la caméra embarquée de Senna lui-même. Mais il y a un problème. Dans la version de la séquence diffusée à la télévision brésilienne, les images s'arrêtaient 12,8 secondes après le début du tour fatal de Senna. Les données de l'ordinateur de bord indiquaient que l'accident s'était produit à 14,2 secondes, ce qui signifie qu'il manquait 1,4 secondes d'images précédant l'accident. 1,4 secondes disparues. La FOCA a affirmé que l'enregistrement s'était interrompu parce que son réalisateur avait décidé de passer à un autre plan. Bien pratique, n'est-ce pas? Un réalisateur aurait-il, par hasard, coupé l'image précisément pendant les 1,4 secondes précédant l'accident le plus marquant de l'histoire de la Formule 1? Et ce n'est pas tout. À ce mystère général s'ajoutèrent des questions concernant une éventuelle altération de la boîte noire que Williams a conservée pendant 1 mois avant de la remettre aux enquêteurs. 1 mois entier. Les données qui auraient pu répondre de manière définitive à la question de savoir si la colonne de direction avait cédé avant ou après l'impact, détenu par l'équipe même faisant l'objet de l'enquête, pendant 30 jours. Ce n'est qu'en avril 2002 que la police italienne a enfin restitué la voiture de Senna à l'écurie Williams, alors qu'elle était déjà dans un état de détérioration avancée. Incapable de tirer grand-chose de cet ancien châssis, ils l'ont fait détruire peu après. Les preuves matérielles, détruites. Cela fait beaucoup de disparitions bien opportunes pour une seule affaire. Le procès, des années de chaos judiciaire.
Ce qui a suivi l'accident n'a pas été seulement un deuil. Ce fut une bataille judiciaire qui s'est éternisée pendant plus d'une décennie. La modification apportée à la colonne de direction avait été effectuée avec l'accord du directeur technique de Williams, Patrick Head, et du concepteur en chef de l'écurie, Adrian Newey. C'est ce qui a conduit le patron de l'écurie, Frank Williams, ainsi que Head et Newey, à être tous inculpés d'homicide involontaire. 3 organisateurs de la course ont également été inculpés. S'ils avaient été reconnus coupables, Williams et ses collègues risquaient une peine allant d'une condamnation avec sursis de 2 ans à une peine d'emprisonnement de 7 ans. En février 1995, un rapport de 500 pages, rédigé par une équipe d'enquêteurs judiciaires, a été remis aux procureurs italiens. Il attribuait l'accident de Senna à une défaillance de la colonne de direction causée par un réglage effectué avant la course. 500 pages. Conclusion était claire. La colonne de direction s'était brisée avant que la voiture ne percute le mur. Williams a vivement contesté ces conclusions. Ses avocats ont fait valoir que la colonne de direction s'était brisée lors de l'impact, et non avant. Ils se sont appuyés sur les images de la caméra embarquée de Schumacher, qui montrait l'arrière de la voiture déraper, qui, selon eux, correspondait davantage à un problème de pneus qu'à une défaillance de la direction. La Cour suprême italienne a finalement statué qu'une modification mal conçue et mal exécutée de la colonne de direction était à l'origine de l'accident. La Cour a imputé la responsabilité à Patrick Head, mais le délai de prescription était déjà dépassé. Depuis ce verdict définitif rendu en 2007, 13 ans après la mort de Senna, aucun membre de l'écurie Williams n'a été incarcéré, le délai de prescription ayant expiré au bout de 7 ans et demi. Personne n'est allé en prison, personne n'a été condamné. La famille du pilote de course le plus célèbre de l'histoire n'a obtenu aucune justice sur le plan juridique. Même des voix issues du monde de la course automobile ont critiqué la procédure elle-même. Kiloda l'a qualifiée de exercice cynique et stupide. Et Max Mosley, le président de la FIA, a estimé qu'elle ralentissait les progrès. Cette affaire judiciaire n'a rien donné d'utile, aurait déclaré Mosley. Damon Hill est la théorie que personne ne veut entendre. Puis il y a Damon Hill, l'ancien coéquipier de Senna, l'homme qui pilotait une voiture identique lors de la même course, le même jour, sur le même circuit. Et Hill a quelque chose à dire qui met de nombreux fans de Senna en colère. J'ai entendu et lu d'innombrables théories sur les raisons pour lesquelles, ou la manière dont, il aurait pu avoir un accident dans un virage aussi simple que celui de Tamburello, a écrit Hill. Personne d'autre qu'Ayrton Senna et moi-même ne sait ce que c'était que de piloter cette voiture, dans ce virage, lors de cette course, ce jour-là, avec des pneus froids. Au final, nous ne saurons jamais ce que pensait Ayrton, ni ce qui s'est réellement passé. Je suis convaincu qu'il a commis une erreur, mais beaucoup de gens ne croiront jamais qu'il en soit capable. Il a commis de nombreuses erreurs au cours de sa carrière, a ajouté Hill. Un pilote qui avait disputé 161 Grands Prix, qui avait maîtrisé des voitures sous la pluie à Monaco, qui avait réussi à se frayer un chemin parmi les plus grands pilotes du monde. Pourquoi n'aurait-il pas pu commettre une erreur au 7e tour à Tamburello? Les pneus froids, la ligne intérieure bosselée, la voiture instable sur le plan aérodynamique. Senna lui-même avait ouvertement mis en garde contre le danger lié à la température des pneus, affirmant que si une Formule 1 devait suivre une voiture de série, elle ne roulerait pas assez vite pour que les pneus restent dans la plage de température et de pression de fonctionnement prévue. Il estime que cela a contribué à l'accident de Senna, car la voiture de sécurité est intervenue juste après le départ, exactement comme Senna l'avait redouté. Il parle donc d'une erreur du pilote. Newey évoque l'instabilité aérodynamique. Les tribunaux italiens invoquent une défaillance de la colonne de direction. Et les ingénieurs qui ont examiné la colonne affirment qu'elle aurait fini par se briser tôt ou tard de toute façon. Qui a raison? Peut-être tous, peut-être aucun. Et c'est là la vérité brutale qui se cache au cœur de cette histoire. Prost, l'ennemi devenu un frère. Une voix de plus, une histoire de plus que vous devez entendre. Alain Prost, l'homme contre lequel Senna a mené la rivalité la plus féroce que la Formule 1 ait jamais connue. Collision à Suzuka, guerre politique, des mois durant lesquels ils ne se reconnaissaient même pas mutuellement. Et pourtant, en 1994, quelque chose avait changé entre eux. Le matin de la course d'Imola de 1994, Senna était au sommet de sa forme, signant le meilleur temps lors du warm-up. Au milieu de la séance, il a adressé un message radio sincère à Prost, qui avait pris sa retraite de la course et travaillait comme commentateur pour la télévision française. En direct à l'antenne, Senna s'exprima dans sa radio. « Je voudrais souhaiter la bienvenue à mon vieil ami, Alain Prost. Lui qu'il nous manque beaucoup. » Prost l'entendit depuis la cabine de commentateur. Il n'en croyait pas ses oreilles. Prost a confirmé par la suite. « Ayrton m'a appelé samedi. Je l'ai donc rencontré samedi, puis 2 fois dimanche. » Le fil conducteur de leur conversation était la sécurité et le fait que Senna n'était pas satisfait de la situation. Convaincu que ses rivaux tiraient un avantage déloyal grâce à des manipulations
manipulations électroniques. Très concentré là-dessus, Claré Prost. Mais c'était très étrange, vraiment très étrange. Sa mort, par un cruel coup du sort, a-t-elle mis un terme aux efforts visant à dénoncer ces systèmes illicites? Personne ne le sait. Ce que nous savons, c'est que quelques heures après leur dernière conversation, Senna n'était plus là. Et Prost, l'homme qu'il avait affronté pendant 6 ans, au cours desquels ils avaient été impliqués dans 2 collisions délibérées et d'innombrables guerres politiques, s'est retrouvé à porter un chagrin qu'il n'a jamais cessé d'exprimer. Prost a déclaré plus tard « Quand il est mort, j'ai dit que j'avais l'impression qu'une partie de moi était morte aussi, car nos carrières avaient été si étroitement liées, et je le pensais vraiment. » À l'occasion du 30e anniversaire de la mort de Senna, en 2024, Prost a publié une photo de lui et de Senna ensemble, accompagnée d'une simple légende « Ça aurait été bien de rire à nouveau ensemble aujourd'hui. » Les conséquences, un sport qui a déchangé. La mort de Senna n'a pas seulement bouleversé le monde, elle a imposé des changements. La FIA a immédiatement mené une enquête sur l'autodromo Enzo et Dino Ferrari à Imola, et le virage emblématique du Tamburello a ainsi été transformé en une chicane gauche-droite. Le virage où il a trouvé la mort n'existe plus sous cette forme. Des modifications ont été apportées sans délai pour le Grand Prix d'Espagne et le Grand Prix du Canada, tandis que d'autres ont suivi, notamment l'amélioration des barrières de sécurité, la refonte des circuits et des barrières de pneus, le renforcement des normes de sécurité, le rehaussement des seuils du cockpit et la limitation de la cylindrée des moteurs. Lors de la course suivante, à Monaco, l'ancien champion du monde de F1 Niki Lauda a annoncé la refondation de l'association des pilotes de Grand Prix. Schumacher, Berger et Martin Brundle figuraient parmi les représentants élus à ses côtés. Cette même association que Senna s'était battue pour faire renaître le matin de sa mort. Celle qu'il voulait diriger. Quelqu'un d'autre a dû le faire en sa mémoire. Les funérailles de Senna ont eu lieu à São Paulo le 5 mai 1994. On estime que plus d'1 million de personnes ont assisté à l'ensemble de la cérémonie et du cortège funèbre. Ce fut le plus grand cortège funèbre de l'histoire de la ville. À l'issue de la veillée funèbre, la 2e brigade d'artillerie a tiré une salve de 21 coups de canon. 7 avions de chasse de l'armée de l'air brésilienne ont volé en formation en losange, tandis que le cortège funèbre se dirigeait vers le cimetière de Morumbi. La tombe de Senna porte l'épitaphe « Nada pode me separar do amor de Deus », qui signifie « Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu ». Le commentateur de BBC Sport, Murray Walker, a qualifié la mort de Senna de « jour le plus sombre de l'histoire du Grand Prix dont je me souvienne ». 2 mois et demi plus tard, après la victoire du Brésil face à l'Italie lors de la Coupe du monde de football 1994, l'équipe brésilienne a dédié sa victoire à Senna. À la suite des réformes de sécurité mises en place, Senna a été la dernière victime mortelle du championnat du monde de Formule 1 jusqu'à Jules Bianchi en 2014. 20 ans, une génération de pilotes qui a couru sans perdre un seul collègue. Tel est son héritage. Que les gens en aient conscience ou non. Plusieurs pilotes de F1 de différentes générations ont publiquement cité Senna comme leur idole ou comme l'une de leurs principales sources d'inspiration dans le sport automobile, notamment Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Pierre Gasly, Charles Leclerc, Kimi Antonelli et Gabriel Bortoleto, entre autres. Senna a remporté 41 victoires, décroché 65 pole positions, signé 19 meilleurs tours en course et monté 80 fois sur le podium en Formule 1. Il reste une figure légendaire du sport automobile pour sa vitesse brute et son style de pilotage sans compromis, ainsi que pour son engagement philanthropique et est souvent considéré comme un héros national au Brésil. Fin 2025, un projet utilisant la reconstruction par physique neuronale a tenté de simuler l'accident en combinant des données télémétriques historiques avec l'intelligence artificielle moderne. Les résultats ont suggéré qu'une combinaison de faible pression des pneus due à la voiture de sécurité et d'un décrochage aérodynamique sous la voiture avait rendu la défaillance de la direction inévitable, faisant ainsi évoluer le récit d'une simple conspiration vers une tempête parfaite de défaillance mineure. Une tempête parfaite, être la chose la plus honnête qui ait jamais été dite à propos du 1er mai 1994. Colonne de direction n'aurait jamais dû être conçue ainsi. La voiture n'aurait jamais dû être aussi instable. La voiture de sécurité n'aurait jamais dû être une Opel Vectra. Pneus n'auraient jamais dû être aussi froids. Et Roland Ratzenberger n'aurait jamais dû mourir la veille. Car sans ce chagrin, sans ce poids qui pesait sur les épaules de Senna toute la nuit de samedi, qui sait si la journée de dimanche se serait déroulée comme elle l'a fait. Nous ne saurons jamais exactement lequel de ces facteurs a causé la mort d'Ayrton Senna. Mais nous savons qu'ils y ont tous contribué. Et ceux qui étaient les plus proches de la vérité, Newey, Watkins, Prost, Hill, ont passé des décennies à vivre avec cette certitude. Quelle de ces révélations vous a le plus marqué? Part de vos réflexions dans la section commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Grid Rivals pour ne pas manquer les prochaines.